aujourd'hui, la question du coronavirus est sur toutes les lèvres, dans tous les pays, on en parle. Comment guérir cette maladie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se protéger? Comment être à l'abri? Où est-ce qu'on va aller et est-ce qu'on va en sortir? Et pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai avec moi le docteur Cherif Djibril qui va nous parler de cette question-là et qui est épidémiologiste. Alors, docteur, aujourd'hui, tout le monde parle de corona. Dans tous les pays, les gens ont peur, il y a la psychose. C'est quoi exactement cette maladie-là? Merci. Il faut dire que le nouveau coronavirus qui engendre le Covid-19 est un virus qui est responsable d'affections respiratoires. Et ces affections respiratoires-là peuvent évoluer de bénignes à graves. C'est-à-dire il y a des formes mineures, souvent même il y a des formes qui ne sont pas apparentes, mais certaines formes pourront avoir des formes très graves. Donc c'est de cette maladie-là qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a une mutation puisque le corona, qui est un ensemble de virus, existait avant? Aujourd'hui, quel est le type de corona qui fait tant de mal? Il faut dire que les coronavirus je dirais, sont des découvertes plus ou moins récentes. Il s'agit de maladies dites émergentes. Et ce sont des virus qui ont été découverts autour des années 1960. Et normalement, ces virus-là sont chez les animaux. Mais du fait d'un certain nombre de facteurs et d'éléments, à un moment donné, ces virus-là sont rendus capables de passer de l'animal à l'homme. Donc, c'est ce que nous constatons. Et depuis 1960, il y a eu 7 virus de la sorte qui ont infecté l'homme, mais il y a eu 3 qui ont entraîné des épidémies. Il s'agit du SARS-CoV découvert en 2002 et du MERS-CoV découvert en 2012 et puis de ce qui nous concerne aujourd'hui du COVID ou SARS-CoV-2 qui depuis, je dirais, le mois de novembre fait des dégâts. Depuis le mois de novembre? Oui, depuis le mois de novembre. Il y a eu cette information qui a circulé, la maladie mystérieuse de Yuan. Ensuite, les personnes ont commencé à développer un certain nombre de syndromes grippaux qui se sont aggravés après. En dehors de l'Afrique ou... En pneumonie, ça a commencé en Chine, dans une ville en Chine. Et au départ, c'était une pneumonie pour laquelle on ne savait pas quel était le virus. Ensuite, ce virus-là a été mis en évidence en janvier 2020. Donc, c'est en janvier que nous, les chercheurs l'ont caractérisé et ont su que c'était un virus de la famille des coronavirus. Donc, le coronavirus existe depuis, sauf qu'on a l'information depuis quelques mois et tout le monde est alarmé. Mais est-ce qu'il fallait prendre des dispositions avant qu'on en arrive là aujourd'hui? Les dispositions avant qu'on en arrive, il faut dire que normalement, ce qui s'est passé en Chine devait pouvoir faire école ailleurs. Mais comme je l'ai dit également ailleurs, nous, ce que nous faisons, c'est de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et nous les mettons. Ce que nous attendons, c'est que cela soit suivi d'effets sur le terrain. Voilà. Maintenant, lorsque vous me dites, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre cette disposition-là, je voudrais savoir quelques dispositions. Voilà, là, comme ça, on pourrait mieux discuter parce que il y a une batterie de dispositions aujourd'hui qui sont mises en œuvre. Est-ce que toutes ces batteries et de dispositions-là, il fallait les mettre au départ, il fallait les serrer? Donc, en fonction de, par exemple, ce que vous me direz, je vous dirai que ça, on aurait pu le mettre, je rappelle, au début, et on l'a mis, ou ça, nous avons pensé qu'il fallait pouvoir, je rappelle, le mettre plus tard en fonction de l'évolution de la situation. Je veux dire, est-ce que quand le Covid-19 est apparu, est-ce que les gens ne se sont pas dit cette maladie a pu être évolutive pour arriver à ce niveau jusqu'à tuer des milliers de personnes aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte qu'on est là dans le mois d'avril et tout le monde a la psychose, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça auparavant? Les populations se posent beaucoup de questions. Oui. Quand un phénomène comme ça, je rappelle, surgit dans une population humaine, il y a toujours des questions que les populations se posent. Mais nous, depuis janvier, sans prétention aucune, nous savons que cette maladie allait, se propager
dans le monde. Parce que lorsque nous avons vu ce qui s'est passé en Chine, la Chine est un modèle, je appelle, d'un micro, je appelle ça, continent, mais je pourrais dire même une micro-terre. Donc, ce qui se passe en Chine, quand on regarde ça de très près, on se dit, oh, ceci peut arriver ailleurs et peut arriver ailleurs de façon très rapide. Donc, c'est pourquoi, dès janvier, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de dispositions. Et au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons rapidement élaboré un plan, non seulement de préparation, mais de réponse à ce qu'on avait appelé au début le 2019 NCOV. Donc, nous avons élaboré un plan et c'est à l'intérieur de ce plan-là que les recommandations, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ont été, je pense, préconisées. Également, en dehors de ce qu'on appelle de l'eau, utiliser les gels hydroalcooliques, tousser dans le pli du coude lorsque vous n'avez pas de mouchoir propre. Mais si vous avez des mouchoirs propres, tousser dans les mouchoirs et puis le jeter à la poubelle. Donc ça, depuis janvier, nous parlons de cela. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Depuis janvier, vous parlez de cela. Pourquoi il n'y a pas eu de communication autour de la question pour déjà prendre des mesures préventives? Quand vous parlez de communication, j'ai été plusieurs fois sur des plateaux télé de décembre jusqu'à fin janvier. Voilà. Mais nous, il y a des plateaux qui s'offrent à nous. Comme aujourd'hui, vous êtes, je m'appelle ici, nous, je m'appelle, débattons d'un certain nombre de questions. Donc, les plateaux qui se sont, je m'appelle, ouverts à nous, nous sommes allés sur ces plateaux-là, nous avons porté l'information. Est-ce que c'était le bon endroit, je m'appelle, les bons endroits? Pour l'instant, je m'appelle, je le saurais le dire. Maintenant, nous pouvons, je m'appelle, admettre avec vous qu'il existe d'autres espaces qui n'ont pas été suffisamment, je m'appelle, explorés. Parce qu'aujourd'hui, on a la méthode de sensibilisation qui court un peu partout, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Quels sont les cas qui ne sont pas encore déclarés? Et là, ça fait peur. On se dit, est-ce qu'ils n'ont pas attendu juste tard, attendre qu'il y ait des morts un peu partout avant de nous dire en Côte d'Ivoire, bon voilà, il faut se laver les mains, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Je vous dirais que ce n'est pas aujourd'hui que nous disons aux gens de se laver les mains à l'eau et le savon. Depuis la pandémie qui est passée du H1N1, cette mesure était de vigueur. Il y a même chaque année la journée du lavage des mains. Mais est-ce que nous les avons intégrés suffisamment? Parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est dans le tempérament de l'homme, lorsque nous ne voyons pas de menace. Et aujourd'hui, je voudrais saisir de votre caméra pour dire un certain nombre de choses de façon très naturelle pour que tout le monde comprenne la situation. Lorsqu'il n'y a pas de menace, nous avons beau interpeller les gens, personne ne prend au sérieux ce que nous disons. Mais c'est quand les gens voient qu'il y a une menace, que les gens voient qu'il y a des morts, en ce moment-là, on se rappelle à une certaine intelligence et on dit oh, pourquoi on ne nous a pas dit? Non, c'est vous qui n'avez pas entendu, c'est vous qui n'avez pas compris, c'est vous qui n'avez pas écouté. Sinon, depuis, nous interpellons la population sur l'hygiène des mains et du milieu. Il y a eu l'épidémie de dengue en Côte d'Ivoire. Nous avons communiqué là-dessus. Nous avons dit de prendre un certain nombre de mesures. Donc, l'hygiène des mains, l'hygiène du milieu. Donc, si je comprends bien, depuis janvier, c'est-à-dire les Ivoiriens étaient censés être informés que le Covid-19 était là. Il fallait prendre déjà des mesures. Oui, depuis janvier, les Ivoiriens sont informés. Ce n'est pas facile. Ils sont informés parce que l'information que nous véhiculons depuis janvier, elle est continue. Elle est continue. Je ne peux pas vous dire combien de d'émissions télé nous avons fait, mais presque toutes les semaines, nous sommes sur des plateaux pour porter un certain nombre d'informations afin qu'ensemble, nous puissions prendre des mesures. Pourquoi il n'y a pas eu de stratégie de sensibilisation de proximité? Parce que la télé, bon, tout le monde, c'est pas évident. Là, le message n'est pas passé. Aujourd'hui, tout le monde est alarmé. Des gens sont en train de faire des provisions. Ils se disent même peut-être que c'est la fin du monde. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et on se dit, mais ils attendent et puis c'est maintenant qu'ils nous disent. Pourquoi ils n'ont pas communiqué assez, aller vers les populations, leur expliquer, bon voilà, commencer à faire, parce que là, c'est grave. Parce que
là, c'est un peu tard quand même, non? Je l'ai dit, il y a un ensemble d'informations que nous donnons. Même, je dirais, pour les voyageurs et ceux qui fréquentent l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, depuis janvier, il y a un certain nombre de prospectus qui ont été diffusés à ces voyageurs-là. Il y a également des spots radio en langue locale qui ont été choses qu'on appelle élaborées et diffusées. Bon, maintenant, est-ce qu'il nous fallait regrouper des communautés et leur parler? Je pense qu'il y a un ensemble de dispositions que nous avons eu à prendre. Je ne dis pas que ça a été suffisant. Tel que nous voyons le retour, nous nous disons que peut-être qu'il y a des aspects de la communication que nous n'avons pas explorés. Donc aujourd'hui, nous nous faisons fort de pouvoir rectifier un certain nombre de choses, mais je ne dirais pas que rien n'a été fait. Puisque nous-mêmes, au niveau de l'INHP, l'ensemble du leadership a été engagé dans cette communication-là. D'accord. Alors, il y a des cas de corona en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe au niveau du confinement? Quel est le processus? Qu'est-ce que les gens doivent faire s'ils sentent des symptômes? Et quels sont ces symptômes-là? Bon, devant les signes que sont la survenue de fièvre, de toux, associé ou non à des éternuements, sur quelqu'un qui viendrait d'une des zones en épidémie, ou bien lorsque vous présentez ces signes-là et que vous êtes rentré en contact avec quelqu'un qui a été confirmé du Covid, il faut pouvoir se rendre dans l'hôpital le plus proche en vous couvrant le nez et la bouche. Donc, dès que vous êtes infecté, vous êtes censé vous couvrir le nez et la bouche. Normalement, pour des personnes qui présentent tout plus éternuement, il faudrait que nous puissions avoir maintenant cette discipline-là de se couvrir le nez et la bouche. Parce que lorsque vous le faites ainsi, vous protégez votre environnement contre l'infection que vous portez. Donc, je pense qu'au-delà de la crainte que le Covid, a imprégné dans notre conscience, il faudrait pouvoir avoir ces attitudes-là au sortir de cette crise. Okay. Ensuite, pour ce qui concerne le confinement, lorsque vous êtes confirmé, on vous prend en charge dans les structures de soins qui ont été identifiées. Et comment ça se passe pour avoir accès aux structures de soins en question? Pour les cas confirmés, il existe le SAMU coronavirus. Donc, voilà. Donc c'est le SAMU coronavirus-là qui est contacté et eux, ils se rendent soit chez vous ou dans le centre de santé où vous avez, consulté pour vous prendre et vous mettre en chose. C'est quoi le numéro déjà pour nos internautes? Pour nous contacter, c'est le 101 ou le 143. Mais bientôt, très incessamment, nous allons vous mettre, à disposition un certain nombre de numéros que vous pourrez appeler afin d'avoir non seulement de l'information, mais également des orientations. D'accord. Puisqu'on parle des symptômes, on a eu par exemple quelqu'un qui nous a dit, bon là je suis enrhumé, j'éternue un peu, là je crains d'avoir le coronavirus. Non, lorsque vous êtes enrhumé, vous éternuez, vous ne pouvez pas craindre d'avoir le coronavirus. Avant qu'il y ait le coronavirus, les personnes ici développaient fièvre, toux, éternuement. Voilà. C'est pourquoi nous vous disons de vous rendre à l'hôpital. C'est le médecin qui vous consulte au regard de votre histoire, provenance d'une zone en épidémie ou contact avec un sujet qui a été confirmé du Covid. En ce moment-là, on pose d'abord le diagnostic de présomption, c'est-à-dire on vous suspecte de porter le virus, du nouveau coronavirus. Ensuite, au-delà de ce qu'on appelle de vous suspecter, on va faire un prélèvement.
Et ce prélèvement-là sera acheminé au laboratoire. Notre laboratoire de référence ici, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est à ce niveau-là que la confirmation sera faite. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a la fièvre, il tousse, il éternue, que quand bien même il aurait été en contact avec quelqu'un qui a été confirmé, que automatiquement, il est infecté. Il est infecté. Donc, c'est le laboratoire qui va nous dire que le prélèvement que nous avons reçu de X est soit, ce qu'on appelle, confirmé au Covid ou non. Donc, lorsque cela est fait, si vous êtes confirmé, comme je l'ai dit, on vous met en confinement. Si vous n'êtes pas confirmé, on vous procure les conseils d'usage et puis, vous rentrez chez vous. Et quand les gens sont en confinement, il y a un suivi, comment ça se fait? Parce qu'on a eu des échos au niveau de l'INJS où on a dit que les gens étaient là-bas, il n'y avait pas de suivi. Vous qui êtes épidémiologiste, qu'est-ce qu'il en est pour éclairer un peu les Ivoiriens? La mise en œuvre d'une mesure peut souffrir à un moment donné de petites défaillances. Voilà. Mais aujourd'hui, je tiens à vous signaler que tout a été réglé. Donc, les confinements à l'INJS se passent bien. Mais également, il y a d'autres lieux que bientôt nous allons indiquer pour pouvoir permettre à la population d'être très à l'aise. Qui doit être confiné dans tel cadre, qui doit être confiné dans un autre. Je pense que d'ici demain, tout cela sera très clair, vu que nous sommes conscients le nombre de cas que nous avons, sans alarmer la population, pourrait être amené à augmenter. D'accord, donc il ne faut pas avoir peur quand les gens sont chez eux, s'ils sentent des symptômes. Il ne faut pas avoir peur de se dire quand je viens être confiné, on va me mettre, on ne va pas s'occuper de moi. Il faut venir. Donc, est-ce que vous pouvez rassurer les populations sur cette question-là? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les mesures afin de garantir le bon confinement de tous ceux qui soit seraient identifiés comme porteurs du virus ou comme contact immédiat du cas confirmé. Parce que ceux-là aussi, il faut les surveiller. Parce qu'à tout moment, ils pourraient développer la maladie. Donc, eux aussi doivent subir une forme de confinement qu'on appelle une mise en quarantaine ou en 14 heures. D'accord, vont venir. Il paraît qu'il faut se tenir à distance. En fait, il faudrait qu'on puisse expliquer pourquoi cette mesure de distance. Parce que lorsque quelqu'un tousse ou qu'il éternue, les postillons qui sont émis ne parcourent pas une distance de plus d'1,5 mètre. Donc, au-delà d'1 mètre, les postillons commencent à chuter. Donc, si quelqu'un est à cette distance-là, vous ne pouvez pas la contaminer. Et je vous dis, lorsqu'on nous parlons, nous ne nous rendons pas compte, mais nous émettons également les mêmes postillons qui, sur une distance de 1 mètre, chutent fréquemment. Donc, c'est pourquoi il faut observer cette distance-là pour éviter que les postillons que nous émettons les uns et les autres arrivent à nous atteindre et qu'on puisse les respirer. C'est quoi la bonne distance, les 1 mètre? Bon, la bonne distance, au moins 1 mètre. Au moins 1 mètre. Sinon plus. Voilà. Si vous êtes de l'autre côté là-bas, je ne risque pas de vous contaminer. D'accord, là on a beaucoup d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux, même au sein de la société, tout ça, qui dit qu'on peut guérir le coronavirus en buvant de l'eau chaude ou en même mettant du vinaigre dans de l'eau ou en même se gangarisant la gorge et tout ça. Et aussi même qu'on peut utiliser les feuilles de Nîmes puisqu'elles contiennent de la chlorophylle. Vous qui êtes épidémiologiste, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Je vous dis que ce qui peut être vrai in vitro ne l'est pas in vivo. Ce n'est pas parce que on utiliserait de l'alcool sur le virus et qu'il se désintégrerait vitro que cela serait vrai in vivo. Au contraire, vous allez aggraver votre situation. Donc, manger du piment, boire de l'alcool, quoi d'autre, boire du vinaigre. Boire du vinaigre vous feront beaucoup plus de mal
que de bien. Et cela risquerait même d'aggraver votre état de santé. Ce que nous préconisons, ce sont les mesures que je m'appelle indiquées tout à l'heure, mais l'alcool, par exemple, ça sert à désinfecter les surfaces, que ce soit l'alcool ou ce qu'on appelle le vinaigre, sans plus, mais pas à l'intérieur. Parce que le virus, il n'est pas, chose qu'on appelle ça, il ne peut pas être détruit de cette, chose qu'on appelle... Donc, ce qu'il faut dire qu'il ne faut pas se fier à ça. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais c'est quoi la bonne méthode alors? Parce qu'aujourd'hui, on a des cas qui étaient à l'INGS qui ont été libérés, hein, parce qu'il y a eu des protestations et tout ça qui sont rentrés chez eux. De crainte qu'ils puissent contaminer leur environnement. Déjà, quelles sont les mesures préventives que ces personnes peuvent prendre déjà à la maison et dans leur environnement immédiat pour ne pas propager le virus? Entre-temps, puisqu'il faut 14 jours ou même 28 jours pour savoir si on est infecté ou pas. Merci pour la question. Déjà, une fois à la maison, ces personnes-là auraient dû subir un auto-confinement. C'était cette mesure-là qu'elle devait appliquer. Je vous ai dit tout à l'heure que pour mettre fin à la propagation de ce virus-là, il nous faut beaucoup de discipline. Il nous faut beaucoup de discipline. Si la discipline nous manque, nous sommes partis pour longtemps. Donc les personnes à qui l'autoconfinement est recommandé, elles doivent pouvoir la suivre. On ne peut pas vous mettre en autoconfinement et puis vous retrouver demain dans un maquis, dans une boîte de nuit, en train de faire la fête parce que vous ne faites plus de fièvre. Ça, c'est un manque de discipline. Et ce manque de discipline-là fait que la maladie se propage. D'accord. Donc là, il faut s'attendre au pire alors. Je ne dis pas qu'il faut s'attendre au pire, mais je dis que si les personnes ont outrepassé leur autoconfinement, et il faudrait pouvoir s'attendre à avoir un certain nombre de cas encore. Et aujourd'hui, nous risquons maintenant d'avoir non seulement ce que nous appelons des clusters de cas, c'est-à-dire des groupes d'amis ou une cellule familiale qui serait infectée. Et ça, il faudrait que nous attendons à cela. Et que si rien n'est fait, que les personnes continuent de ne pas adopter les mesures de prévention que nous leur recommandons, il va y avoir maintenant ce qu'on appelle une transmission communautaire. D'où donc une épidémie en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'est pas en situation d'épidémie. Mais nous pouvons évoluer très rapidement. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre, parce que là, le gouvernement a pris des mesures, le couvre-feu, tout ça, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas auto-confiner les gens carrément à la maison pendant une bonne période comme tous les pays ont commencé à le faire? Est-ce que ce n'est pas risqué aujourd'hui de laisser les gens comme ça dans la rue et dire à partir de 21h, il y a un couvre-feu, entre-temps la journée, il y a des contacts, il y a beaucoup de choses? Le gouvernement prend les mesures. Pour parler comme quelqu'un, le gouvernement fait sa part. Lorsque, je vous ai parlé, je compare à chacun des Ivoiriens, lorsque on vous dit, pour éviter de contracter cette maladie-là, voici les dispositions que le gouvernement a énumérées. Vous voudrez que maintenant le gouvernement mette, je compare à côté de chacun, un gendarme, un policier. Mais déjà, tous ceux qui font fièvre, tout, plus éternuement, mais il faut pouvoir rester chez vous et puis le déclarer. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui ira faire cela à notre place. Et on dit de respecter la distance de 1 mètre. Je vous assure, je ne vais pas citer, mais j'étais dans une boulangerie hier. Mais personne ne respecte la distance de 1 mètre. Moi, j'ai commencé à me mettre à 1 mètre, mais j'ai été bousculé par 2 messieurs. Comme quoi, bon, je n'avance pas vite et autres. Mais attends, dites-moi, c'est le gouvernement qui doit leur dire de respecter cette mesure-là. Mais chacun doit se discipliner. Chacun doit être son propre policier. Voilà, il y a des mesures qui sont simples. Si nous ne sommes pas capables de l'appliquer, payer un pain en se mettant bien en rang, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, le gouvernement a déjà donné la mesure. Mais chacun de nous doit pouvoir l'appliquer.
Au niveau des gels hydroalcooliques qui sont utilisés aujourd'hui fréquemment et à chaque instant quand on a contact avec quelqu'un ou un environnement immédiat, est-ce qu'il ne faut pas craindre des réactions hypoallergiques? Mais il faut dire que nous, notre recommandation majeure, c'est d'abord utiliser l'eau et le savon. Et je pense que nous avons suffisamment d'eau et de savon au niveau de la Côte d'Ivoire. L'usage des gels hydroalcooliques sont une alternative. Donc, lorsque vous n'avez pas d'eau et de savon, vous utilisez le gel hydroalcoolique. Mais une fois que vous avez à votre disposition de l'eau et du savon, il faut pouvoir, je m'appelle, l'utiliser. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir le gel et l'utiliser toute une journée. Parce qu'à un moment donné, ce sont des mesures barrières que vous allez peut-être fixer les gemmes sur vos mains, mais à un moment donné, pour pouvoir s'en débarrasser en vous lavant les mains soigneusement. Donc, je tiens à le dire une fois, l'usage des gels hydroalcooliques doit être une alternative et non l'habitude. Au niveau des cache-nez, comment est-ce qu'on doit les porter? Est-ce qu'on doit les porter quotidiennement? Parce qu'il y a des gens qui ont même du mal à respirer après. Est-ce qu'il ne faut pas craindre d'autres choses aussi? Ça encore, nous avons dit à la population que ce n'était pas chose qu'on appelle la bonne manière. Vous voyez, donc on ne nous écoute pas assez souvent. Les cache-nez, nous l'avons dit, c'est pour ceux qui toussent ou qui éternuent. Ensuite, pour le corps soignant, ceux qui prennent en charge les malades. Parce que vous pouvez être en train de prendre en charge un patient et puis il peut vous tousser au visage. Donc il faut vous protéger. Là, pour le reste de la population, nous ne conseillons pas ce qu'on appelle le port de masque. Maintenant, si vous êtes dans un environnement, je dis n'importe quoi, vous êtes dans un transport en commun où il y a un certain nombre de personnes, parce que vous ne maîtrisez pas cet environnement-là, en ce moment-là, vous pouvez porter chose qu'on appelle le masque. Mais une fois en dehors de ce cadre-là, je ne vois pas quelle est l'utilité. Parce que moi, je vois des gens qui sont dans leur véhicule, vitres montées, tout ça là, ils sont en masque et puis en gants. Est-ce que ça ne va pas provoquer des réactions après au niveau pulmonaire, des problèmes de respiration pour ceux qui portent ça constamment, toute une journée même quand même? Le masque même, il est recommandé qu'on le porte et qu'on le renouvelle toutes les 3 à 4 heures. Ouais, normalement, on porte le masque en situation, lorsque nous sommes en train en opération. Vous êtes en train de consulter un malade, vous êtes dans une situation bien donnée, d'intervention sur le terrain, dans une zone à risque. Donc, pendant votre période d'intervention, vous portez le masque. Une fois que vous avez fini votre intervention, vous vous débarrassez de vos combinaisons, donc du masque. Le malade qui lui tousse ou éternue, on préconise que, puisqu'il aura souillé pendant un moment son masque, qu'il puisse s'en débarrasser. Mais vous ne toussez pas, vous n'éternuez pas. Mais il y a une chose que vous faites, c'est que tous ceux qui portent ce masque-là, ils parlent beaucoup. Mais, donc, et puis, nous voyons souvent, les gens, ils portent le masque et puis ils se touchent le visage, ils se touchent le nez. Et souvent, tout à l'heure, j'ai vu une dame qui a porté un masque, qui a porté les gants. Elle est en train de parler, elle cause, elle a ses gants, elle se touche le visage. Mais le gant que vous avez porté protège vos mains. Mais lorsque vous avez essuyé le gant, que vous le portez à votre visage, quelle est la protection que vous donnez? Parce que quand vous mettez cet ensemble de protection-là, vous pensez, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si vous avez mis une ceinture de sécurité et que vous pensez que c'est parce que vous avez mis une ceinture de sécurité, et cela vous donne le droit de conduire votre voiture jusqu'à 280 km/h. Ce n'est pas parce qu'on a une ceinture de sécurité que pour aller à cette vitesse-là. Donc, lorsque les personnes portent ces protections-là, en fait, ils ne font plus attention à quoi que ce soit. Donc, le risque, à un moment donné, de vous contaminer de façon accidentelle, il est élevé. Donc, ce que nous préconisons aux gens, encore une fois, le masque, pour ceux qui ne sont pas malades, n'est nécessaire que, pour l'instant, dans le cadre de ce que nous connaissons de la menace au Covid, vous êtes dans un milieu que vous ne maîtrisez pas. Comme je l'ai dit, je rentre dans une boulangerie où les gens ne sont pas capables d'observer cette distanciation de 1 mètre. En ce moment-là, mon voisin, est immédiat, je peux considérer qu'il me met en danger. Donc, moi, je me protège. Oui. D'accord. Le traitement de palu guérit le corona?
Il y a des échos qui disent que le traitement de palu à la chloroquine peut atténuer la chose et tout ça. Vous qui êtes épidémiologiste, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que nous sommes, je ne parle pas des scientifiques, et en science, les spéculations, souvent, moi je me fais le devoir de ne pas trop me prononcer lorsque nous parlons à une masse. Quand les choses ne sont pas prouvées, qui sont dans le domaine de la spéculation, je pense qu'il n'est pas bien séant voilà, de communiquer davantage là-dessus. Pour l'instant, nous restons collés aux recommandations de l'OMS. Si demain l'OMS dit face à cette maladie, voici l'attitude à adopter, nous adoptons cette attitude-là. Pour l'instant, l'OMS ne nous a pas dit de prendre la chloroquine. Ceux qui sont malades, il y a des médecins qui ont un protocole, ou des protocoles thérapeutiques, ils vont les mettre en place pour que les malades se portent mieux. Et comment? Mais en mettant en place, l'ensemble des mesures que nous avons indiquées, l'isolement, puisqu'on les a mis en milieu hospitalier. Ensuite, en mettant en place les mesures thérapeutiques, c'est-à-dire si quelqu'un tousse, il faut pouvoir soigner la toux. Si la personne fait la fièvre, il faut pouvoir soigner sa fièvre. À un moment donné, l'organisme reprend son droit sur le virus et puis les choses se passent pour le mieux. Voilà qui est bien dit. Alors, on va en finir avec cette dernière question. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les gels hydro, les masques, tout ça. Après, à quoi est-ce qu'on peut ça? Parce qu'il y aura assez quand même partout dans l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut en faire après? Est-ce qu'il y a une prévision pour, je ne sais pas moi, réutiliser ces genres de choses autrement et tout ça? Est-ce qu'on prévoit ça? Là, vous me sortez de mon cadre. Moi, je suis médecin épidémiologiste. Pour l'intérêt de ma mission, ce que vous attendez de moi, ce que la population attend de moi, c'est que je limite avec les mesures que nous préconisons la diffusion de la maladie dans la population. Ensuite, ces genres de questions-là, je pense que c'est dans un cadre multidisciplinaire et multisectoriel que nous pourrons après traiter cette question-là. Soit maintenant réfléchir à l'après-coronavirus ou ce qu'on appelle dès la fin, pouvoir réfléchir à la fin, qu'est-ce que nous mettons en place après pour éliminer tous ces déchets-là. Alors c'est quoi votre mot de fin pour rassurer la population qui est carrément dans la psychose? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je dirais que, vous voyez, je vais prendre ce qu'on appelle une figure. Lorsque vous êtes piqué par un serpent, que vous commencez à avoir très peur, votre cœur bat fort, votre sang circule plus vite, le venin arrive plus vite dans vos organes vitaux et vous mourrez plus vite. Si vous êtes piqué par le serpent et que vous restez calme, que vous adoptez les mesures qu'il faut, vous ne mourrez pas. Donc, ce que nous pouvons dire ici, c'est d'appeler la population au calme et à recourir à la bonne information. Pour l'heure, il faut se laver fréquemment et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Tousser dans le pli du coude. Utilisez les mouchoirs propres lorsque vous voulez tousser et éternuer et le jeter à la poubelle. Si vous faites la fièvre et que vous toussez et que vous éternuez, vous protégez avec une bavette et se rendre dans l'hôpital le plus proche. Maintenant, si tout ça, vous pensez qu'il faut nous appeler, en ce moment-là, nous vous conseillons d'appeler le 101 ou le 143 pour avoir davantage d'orientation. Eh bien, voilà qui met fin à notre échange sur la question du coronavirus ou le Covid-19. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. Et comme le docteur Djibril Cherif vous l'a dit, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions, vous pouvez appeler au contact indiqué au bas de l'écran et aussi contacter notre média et nous vous ferons le plaisir de vous mettre en contact avec le docteur Cherif, en fait, s'il autorise bien. Nous sommes là pour vous êtes ouvert. Et à très bientôt.